Moi, c'est Diallo Roudiatou, je suis la vice-présidente Afrique au niveau du mouvement de défense des enfants international. D'ailleurs, c'est un grand plaisir pour ma personne d'être la modératrice de cette réunion régionale. Et, nous vous remercions pour votre disponibilité d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord passer par la présentation parce que nous trouvons que c'est nécessaire. Pour moi, il y a des nouvelles personnes que je vois parmi les participants et tout. Si on peut commencer par la présentation, ce serait vraiment nécessaire. Cécile, vous pouvez commencer la présentation. Oui, merci beaucoup, Rougui, et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Donc, je suis Cécile Pilot, je suis chargée des projets du renforcement de capacité à défense des enfants international au secrétariat international basé à Genève. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir avec notre modératrice Rougui Atou. Donc, ce webinaire, en fait, est organisé par le nouveau consortium Terriendo Redes, Défense des enfants international, et aussi le mouvement pour les jeunes et les enfants des rues, qui est Dynamo International. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième jour des meetings africains, et donc, on se réunit entre collègues francophones. Et je vais donner la parole peut-être à Jolie Apema, si vous voulez vous présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Prodige Kabunga, je suis la coordinatrice régionale pour l'Afrique ici à Defense for Children International. Prodige, il n'y a pas un petit souci technique pour arranger ça pour nous. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Et comme indiqué dans le concept note de la réunion, l'objectif principal ici, c'est de parler sur la participation et l'autonomisation des enfants et des jeunes. Une initiative que la Défense des enfants internationale a trouvée très importante, car ça vise à réunir les sections de DEI de divers pays africains pour discuter et élaborer des stratégies visant à renforcer l'engagement actif et l'autonomisation des enfants et des jeunes de la région. L'objectif spécifique de la réunion, parce que nous trouvons que c'est vraiment nécessaire qu'on partage cette information avec vous, c'est vraiment de faciliter l'échange de connaissances et la collaboration entre les sections de DEI opérant en Afrique, partager les meilleures pratiques et les modèles reçus de participation et l'autonomisation des enfants et des jeunes, identifier les principaux défis et obstacles rencontrés par les enfants et les jeunes dans l'exercice de leurs droits à la participation et suggérer des solutions efficaces. Élaborer des stratégies et des plans d'action pour promouvoir une participation significative et l'autonomisation des enfants et des jeunes. Enfin, il y a ce qui est de renforcer le réseau et la coopération avec les sections. Au fait, ce sont les objectifs généraux de cette rencontre. Donc, en parcourant l'agenda, nous allons avoir cette opportunité de donner la parole à Prodige qui va nous parler de cette thématique que j'ai exposée sur la situation des enfants, exposer la situation des droits de l'enfant et sa participation en Afrique, partager les défis spécifiques à chaque pays et les reçues par les sections de DEI. Prodige, vous avez la parole pour animer cette thématique. Merci, Rougui. Les pays africains ont fait des progrès significatifs dans la reconnaissance et la protection des droits des enfants. De nombreux pays ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui constituent des instruments juridiques clés pour la protection des droits des enfants dans la région. Ces droits ces droits comprennent à la vie, à l'éducation, à la santé,
à la protection contre la violence et l'exploitation, à la participation au processus décisionnel. Toutefois, des difficultés persistent pour assurer les pleines réalisations des droits des enfants en Afrique. Des problèmes tels que la pauvreté, les conflits armés, le travail des enfants, le mariage des enfants, la traite des enfants et l'accès à l'éducation continuent d'avoir un impact sur le bien-être des enfants en Afrique. En ce qui concerne la participation des enfants au processus décisionnel, des efforts ont été faits pour promouvoir la participation des enfants en Afrique, tant au niveau national et aussi régional. La Charte africaine des droits et du bien-être des enfants souligne significativement l'importance de la participation des enfants. Elle reconnaît les droits de tout enfant d'exprimer librement ses opinions et de les voir prises en compte en fonction de son âge et de son degré de maturité. On peut trouver ça dans l'article 7 de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. L'Union africaine, en tant que l'organisation régionale représentant des pays africains, reconnaît l'importance de la participation des enfants aussi. L'Union africaine encourage la participation des enfants à travers ses différents organes, tels que la Commission de l'Union africaine et aussi le Comité africain des experts sur les droits des enfants et le bien-être des enfants. L'Union africaine encourage également les États membres à adopter et à mettre en œuvre les politiques et les lois qui soutiennent la participation des enfants. On a aussi la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui est un traité mondial relatif aux droits de l'homme qui énonce les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants. L'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant met expressément l'accent sur le droit des enfants de participer au processus de prise de décision qui les concerne. Il souligne l'importance de permettre aux enfants d'exprimer librement leur opinion et de veiller à ce que leurs opinions doivent être prises en considération en fonction de leur âge et aussi degré de leur maturité. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est l'organe chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Le comité fournit des conseils et des recommandations aux États sur la façon de promouvoir et d'assurer la participation des enfants. Il souligne l'importance d'impliquer les enfants dans le processus de prise de décision à tous les niveaux, y compris dans la famille, l'école, la communauté et la vie publique. Voilà, c'est ça un aperçu de certains mécanismes régionaux et internationaux qui appuient la participation des enfants. Avec ta permission, Rougui, je vais maintenant inviter les différents pays représentés ici à partager également leurs cadres juridiques nationaux à l'appui de la participation des enfants et s'ils sont vraiment effectivement utilisés, ainsi que si les dits cadres régionaux et internationaux sont également appliqués dans les différents pays représentés ici. Merci. Okay. Merci beaucoup, Prodige, pour ta brillante présentation. Je pense que tu as souligné des points qui sont très essentiels en matière de participation des enfants. À savoir le conflit armé, le mariage des enfants. Et on a trouvé très important de faire participer les enfants dans les prises de décision. Parce que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies en a parlé et tout. Oui, c'est Jolie Apema, Katser, République démocratique du Congo. Je suis très content de toute la présentation des prodiges. Moi, le petit point de vue, c'est que fort de plusieurs années d'expérience que nous avons, nous réalisons que chez nous en Afrique, en République démocratique du Congo particulièrement, le cadre légal, il est adéquat. Nous avons plusieurs lois
en commençant par les instruments au niveau international, régional et même au niveau national avec la loi de protection de l'enfant en République démocratique du Congo, tout est prévu en réalité. Tout est prévu, mais ce qui pose problème, c'est l'application. Maintenant, la grande question que nous nous posons, est-ce qu'il faut continuer à se contenter des textes qui existent, mais du reste non appliqués, ou alors il faut plutôt réfléchir sur d'autres mécanismes qui puissent accompagner la mise en œuvre de tous les textes légaux qui existent. Et donc, je vais dire ici que, en tout cas, fort de nos expériences en République démocratique du Congo, le cadre légal ne pose pas problème. L'instance de représentation ou de la participation des enfants, dis-nous d'une autre manière, ça existe, mais est-ce que c'est opérationnel? C'est comme ça que nous pensons que le plus important, le travail à faire consiste à réfléchir sur comment rendre opérationnel, comment rendre effective l'application de tout ce qui est prévu. Parce qu'au fait, le plus important, c'est l'accès des enfants, les enfants vulnérables, aux droits économiques, sociaux, culturels. Les textes le prévoient, mais en réalité, ils n'ont pas accès à ça. Et donc, les facteurs de vulnérabilité sont plus importants que les facteurs de protection. Qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique pour transformer, pour renverser les donnes, afin que les facteurs de protection dominent sur les facteurs de vulnérabilité? Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il convient de nous focaliser. C'est ça la petite réflexion que je voulais faire ici. Merci pour ça, Monsieur Joly Apema. En effet, c'est pas seulement en RDC, il y a beaucoup de pays africains qui ont ces mécanismes et ces droits en papier, mais pas en réalité. Je voudrais renvoyer la question aux différents pays représentés dans ce webinaire. Sur vos différents défis pour faire en sorte que ces droits sont vraiment respectés et mais qui sont mis en réalité. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Peut-être tu veux intervenir pour la Guinée. Aperçu général sur les questions liées à Covid. Je pense que les réalités en ce qui concerne l'application des lois concernant les enfants, c'est presque les mêmes à la mise en œuvre de ces lois-là ou par rapport au plaidoyer que vous faites auprès des responsables gouvernementaux. Rougui, j'ai suggéré si tu peux commencer à nous donner peut-être les défis en Guinée, s'il y a des défis, et puis on peut aller sur Monsieur Joly Apema, des défis en RDC, et Monsieur Siaka Koulibaly, pardon, à des défis en Sénégal. Monsieur Joly, est-ce que vous pouvez commencer? Je crois que Rougui a des problèmes techniques. Merci. En République démocratique du Congo, plus de 12 ans après la promulgation de la loi portant protection de l'enfant, les défis majeurs, c'est la priorisation de cette question-là par les pouvoirs publics. Pourquoi? Un peu comme ce que je disais, les textes existent. Au niveau de la répartition des prérogatives ministérielles, la question de protection de l'enfant, à la différence d'autres pays, est partagée entre plusieurs ministères. Il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère des Familles, Genre et Enfants. Et donc, la question de la priorisation des actions et des coordinations pose problème parce que dans les priorités des ministères concernés, la protection de l'enfant n'a pas de l'importance. Et donc, au ministère des Affaires sociales, ils parlent de la protection de l'enfant, mais ce n'est pas dans leurs priorités aux premières lignes. Au ministère des Familles, Femmes et Enfants, c'est la même chose. Ils parlent de la protection de l'enfant, mais leur priorité, c'est ailleurs. Au ministère, par exemple, de l'enseignement, de l'éducation, ils tiennent compte de l'éducation, mais l'enfant vulnérable n'est pas
ne retirent pas leur attention particulière. Et donc, pour être très synthétique, les défis en République démocratique du Congo, les problèmes de coordination, donc coordination du secteur, le problème de priorisation des actions et puis le problème de coordination aussi des stratégies. Parce que le ministère des Affaires sociales aborde la question de protection de l'enfant un peu plus bas après avoir abordé ses priorités, la question intervient et donc ça ne les intéresse pas tout de suite. Le budget de l'État par rapport à cette question ne représente rien. Au ministère des Femmes, Familles et Enfants, c'est la même chose. Et donc, il n'existe pas une bonne coordination. Ça, je suis sur le plan pratique. Donc, la priorisation de la question, la coordination, la priorisation des actions, ça n'existe pas. Et donc, la question de protection de l'enfant est restée une chanson monotone comme ça qu'on chante, mais on n'a rien de concret qui traduit cette détermination, cette priorité à la question. Donc, voilà un peu de manière résumée ce qui ressort d'ailleurs des résumés des recommandations de plusieurs ateliers organisés à partir des 10 ans de la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce manque de priorisation, ce manque de coordination fait que les facteurs de risque, les facteurs de vulnérabilité des enfants augmentent chaque jour qui passe. Il y a l'isolement. L'enfant ne participe pas. Les besoins de l'enfant ne sont pas pris en ligne de compte et donc les facteurs de vulnérabilité augmentent et les facteurs de protection diminuent. Si la question était une priorité des priorités du côté gouvernemental, les facteurs de vulnérabilité devaient diminuer et les facteurs de protection devaient augmenter, ce qui serait une bonne chose, malheureusement. Donc, voilà un peu la situation en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour ça, Monsieur Joly. Ça veut dire que je crois hier on a eu notre réunion avec les sections anglophones et du coup c'est surtout la même chose qui a été dit en Sierra Leone, Ghana, on a aussi Libéria, c'est la même chose. Ces droits sont là en texte, mais en réalité il y a pas de priorité. Priorisation sur la participation des enfants, mais aussi les droits de l'enfant en général. Merci pour ça. Je vais maintenant demander à Rugiatou si elle peut aussi nous donner un peu un summary sur les challenges dans le droit de l'enfant en Guinée, s'il y a des défis. Oui, merci beaucoup. Oui, il existe vraiment des défis concernant la mise en œuvre des approches qui sont mises en place d'abord par le gouvernement guinéen. Les personnes censées à protéger les enfants, les personnes qui sont censées vraiment à faire participer les enfants dans les prises de décision qui les concernent. Nous voyons que ça en fait, c'est un peu applicable au niveau national. C'est-à-dire qu'ils font les choses pour les enfants sans l'implication des enfants. Et là, ça crée d'autres soucis pour atteindre. Ça, c'est déjà un défi majeur que nous cherchons d'abord à mettre fin parce que là, et si les personnes qui sont censées vraiment à être avec les enfants ne le font pas, à ratification internationale relative aux droits de l'enfant. Et dans cette convention, il y a ce qui est la participation des enfants. Et nous, ici, on ne parle pas de cette participation. Même les journées internationales les journées internationales qui sont dédiées aux enfants, les grandes prises de décision viennent des adultes. Donc ça, c'est déjà un défi majeur pour les enfants se plaignent. Il y a des clubs d'enfants, il y a des organisations d'enfants qui se plaignent, qui se disent que vraiment, nous, vous parlez de nous, mais on n'est pas du tout impliqué dans les prises de décision. Donc, il faut aussi revoir, je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques dans les autres pays qu'on peut
vraiment partager avec nous pour qu'il y ait vraiment une participation effective dans notre pays. Je pense que ça serait vraiment un atout pour la Guinée. Il y a beaucoup de défis qu'on ne peut pas en citer tout, mais ça reste le défi majeur, la non-participation des enfants dans les prises de décision et aussi la non-application des lois qui sont censées protéger les enfants en Guinée. Merci beaucoup, Rogi, pour ça. Et je voudrais maintenant inviter M. Siaka. Je crois qu'il a toujours des problèmes techniques. Alors, sur ça, je voulais voir s'il y a... on a bien parlé des textes et des gouvernements, mais est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des défis quand on regarde nos différentes cultures ou notre culture africaine sur la participation des enfants? Oui, effectivement, la culture joue quand même un rôle important parce que, à ce qui concerne, par exemple, le mariage des enfants en République démocratique du Congo, la loi ramène l'âge de la majorité au mariage à 18 ans. Mais dans la culture, il y a des coins en province jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les enfants continuent à se marier. Les parents donnent leurs enfants en mariage à l'âge de 16 ans, même à l'âge de 15 ans. Et donc, il y a une espèce de confrontation de la loi et de la coutume. Pourquoi? Parce que la coutume, dans des coins reculés, effectivement, les coutumes veulent que les enfants soient donnés en mariage comme ça. Et un parent qui a donné son enfant mineur en mariage, il est satisfait. Lorsque la loi veut intervenir, il y a confrontation parce que pour les parents, cette loi n'a pas sa raison d'être. Mais malheureusement, on n'écoute pas, on n'a pas la possibilité d'écouter le point de vue de l'enfant concerné parce qu'effectivement, la question n'a pas de l'importance. Et donc, ici, la culture joue quand même un rôle important. Ce rôle, ça peut être un rôle positif ou un rôle négatif selon les cas. Dans l'exemple du mariage ici, la culture joue un rôle négatif parce que cette pratique, on la trouve normale dans la culture. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut accepter le développement, la civilisation, les droits qui viennent de tous les autres pays? En République démocratique du Congo, c'est franco-belge congolais. Donc, est-ce qu'il faut accepter ça dans certains cas et puis ne pas accepter dans d'autres cas? La critique, c'est qu'il est fait une espèce de transplantation au lieu de l'adaptation. Et c'est ce qui fait que la culture joue un rôle parce que lorsqu'on parle un autre cas, c'est lorsqu'on parle de la participation des enfants et particulièrement des filles. Dans la culture, on peut tout faire pour faire la promotion de la femme, la promotion de la fille, mais la culture veut quelque part que la fille est restée toujours sous l'autorité de l'homme. La femme est restée toujours sous l'autorité de l'homme. Et donc, il y a cette cohabitation entre les innovations de la culture et les coutumes et les traditions qui posent problème. Donc, je réponds par oui, la culture joue un rôle considérable dans l'évolution et la protection des droits de l'enfant. Merci pour ça. Merci beaucoup d'avoir soulevé la question du mariage des enfants comme obstacle à la participation des enfants et aussi nous montrer les contradictions entre la culture et les cadres juridiques.
Mais est-ce que vous avez un cas où vous avez travaillé sur ça et comment est-ce que vous avez pu prendre ça en charge et souligner ce problème? Oui, nous avons, nous avons des cas parce que le fait est que dans la coutume, on sait qu'une fille, quand elle grandit, tout de suite, à un certain âge, il doit être pris en mariage. Mhm. À Bukavu, nous avons à un moment donné travaillé avec les filles qui faisaient la prostitution. Elles faisaient la prostitution, pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas dans de bonnes familles. Et les filles qui sont prises en mariage en bas âge sont les filles qui sont dans de bonnes familles. Donc, une telle famille voit une petite fille grandir dans telle autre bonne famille et tout de suite, elle est proposée en mariage. Ce sont les familles qui parlent et tout de suite, c'est parti. Mais pour les filles que nous avons accompagnées, qui sont des filles vulnérables, elles n'étaient pas prises en mariage parce qu'elles n'étaient pas de bonnes familles, mais plutôt les hommes venaient abuser d'elles pour satisfaire leurs besoins. Et en force d'être abusées comme ça, elles ont développé, l'appétit venant en mangeant, elles ont développé le goût de la prostitution. Et donc, à Bukavu, nous avons travaillé dans les milieux de la prostitution la nuit où nous avons commencé par identifier un nombre de filles, mais que nous avons, avec de l'empathie, avec l'approche IDMRS, identification, documentation, médiation, insertion, réinsertion, nous avons approché les enfants, les filles, pour leur dire, écoutez, vous êtes exploités, vous serez davantage exploités et lorsque vous allez atteindre un certain âge, vous n'aurez plus la force et les atouts de continuer à faire la prostitution pour vivre. Alors, on les a désorientés, c'est-à-dire enlevés de la prostitution, mis à confiance, participer. On a fait participer chaque fille à son projet individuel de resocialisation. Et donc, ceux qui ont choisi tel métier l'ont fait, mais ici, je parle particulièrement de ceux qui ont choisi la coupe-couture. Elles ont bénéficié de la formation, on les a formés, et puis quand on les a formés, ceux qui se sont distingués sont restés comme des formatrices dans le même atelier qui les a formés, et puis après, elles n'ont plus eu le temps d'aller faire la prostitution, elles passaient déjà tout le temps à l'atelier, parce qu'à l'atelier, elles pouvaient sortir avec un peu d'argent à la fin. Et après, il y a deux qui se sont mariés. Deux qui se sont mariés parce qu'elles étaient devenues utiles dans la société. Les hommes qui sont venus vers eux les ont trouvés dans l'atelier en train de travailler, en train de former les autres, en train de toucher un peu l'argent. Et les hommes ont estimé que ça valait la peine d'avoir une femme qui faisait déjà quelque chose. Et donc, on a l'expérience de filles mineures qui ont été dans la prostitution, sorties de la prostitution, effectivement, après un très grand travail d'accompagnement, sorties de la prostitution à la formation professionnelle et de la formation professionnelle utile dans la société au mariage aujourd'hui. Ça, ce sont des cas pratiques que nous, on a vécu. Malheureusement, c'est à Bukavu. Sinon, je ferais parler une des filles qui sont passées par là. Merci encore une fois pour ça. Je veux savoir comment vous suggérez que le consortium gère ce genre de problème. Mais avant ça, je vais demander à Rougui et aussi à Yaka, s'il peut, nous dire si ce problème est pertinent aussi en Guinée et au Sénégal. Oui, merci beaucoup, Rodi. Je pense que c'est très pertinent aussi en Guinée, surtout ce qui concerne le mariage des enfants, particulièrement des filles. D'après ce que M. Joly a dit, c'est presque les mêmes réalités
en Guinée, mais aujourd'hui, il y a plus d'amélioration en ce qui concerne le mariage des enfants. Parce qu'avant, les parents ont toujours pensé que les filles ne doivent vraiment pas avoir l'opportunité d'aller à l'école, de poursuivre les études. À un moment donné, il faut leur donner un mariage. Mais à travers les actions préventives et les actions de sensibilisation, de prévention, d'accompagnement et la promotion des droits des filles, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui vont à l'école, il y a beaucoup de filles qui ont eu maintenant l'opportunité de continuer ces études. La culture joue un rôle de fois un peu négatif et positif dans la société, mais aujourd'hui, à travers des données statistiques, nous remarquons que dans le cadre de l'éducation, il y a l'inscription des filles dans les milieux scolaires avant. Ça, déjà, c'est un grand pas parce que la loi qui est censée à protéger les enfants qui sont victimes très souvent des mariages précoces. La communauté ou la société a compris que le pays est vraiment prêt à appliquer ces lois-là sur les personnes qui donnent leur enfant en mariage avant l'âge légal ou de prendre l'enfant à l'école, la donner en mariage parce que la fille n'a pas droit à l'étude, la fille n'a pas droit à la contribution pour le développement de la société. Donc ça, c'est déjà un truc qui est banni dans la société et c'est vraiment un truc qui est salutaire à travers le combat des organisations de la société civile et tout. D'autres choses, c'est le MGF. Le MGF, actuellement, je ne peux pas dire que c'est pas vraiment appliqué. On n'applique pas MGF en Guinée, mais le pourcentage est très, très, très faible par rapport à l'application à la pratique de la mutilation génitale féminine en Guinée. Parce que beaucoup de gens ont compris qu'il y a des conséquences vraiment néfastes liées à ce phénomène-là. Donc, non seulement, ce n'est pas parce qu'il existe des lois, mais pour la santé de la fille, pour son épanouissement, il est vraiment très important qu'on interdise cette pratique-là. Et cela, aujourd'hui, avant, on parlait de beaucoup de pourcentages, on peut dire par an, il peut y avoir des 80% des filles qui ont été victimes de la mutilation génitale féminine. Mais aujourd'hui, à travers l'éducation de la communauté, de la société, ils ont vraiment compris que c'est pas du tout évident qu'on fasse la mutilation génitale féminine aux filles, parce que c'est pas vraiment bon pour la santé, à l'avenir, l'accouchement et ainsi de suite. Eux-mêmes, il y a beaucoup d'interdictions actuellement qui sont à ce niveau. Et l'autre expérience que je veux partager avec vous, c'est des filles on a tellement travaillé avec des filles qui sont dans les maisons comme domestiques, genre des filles qui sont juste censées à faire des travaux ménagers dans la maison, juste rester domestique à vie dans des maisons pour pouvoir s'occuper des tâches ménagères et tout. On a pensé à faire une identification de beaucoup de filles dans la communauté de Koya, par exemple, de Mafereña et aussi de Forikaria pour faire la réinsertion socio-professionnelle. Déjà, après leur petite activité de la maison, parce qu'il est évident, l'Afrique déjà à sa culture, l'Afrique à sa réalité. Il faut, en tant que fille, il faut faire les petites activités de la maison, mais il ne faut pas que vous passez toute la journée sans rien faire, sans rien entreprendre. Donc, nous avons pensé à l'identification de ces filles-là pour faire une réinsertion socio-professionnelle. Et aujourd'hui, je compte faire une vidéo partagée avec vous pour certains témoignages des filles qui ont bénéficié de cette réinsertion. Il y a d'autres qui sont devenus aujourd'hui les maîtres de l'atelier, qui sont devenus des coiffeuses compétentes, parce qu'en fait, elles n'avaient pas confiance en elles, vu qu'elles étaient à la maison avec leur tuteur ou tutrice, juste pour faire les activités ménagères. Et aujourd'hui, elles sont vraiment professionnelles dans tout ce qu'elles entreprennent. Donc, deux fois, on peut parler de la loi, on peut parler des conventions internationales, c'est très important, mais si on passe aussi par des pratiques pour que les gens comprennent, parce qu'on ne comprend pas les choses de la même manière, il faut juste avoir des bonnes pratiques
pour qu'on soit au même niveau d'information. Là, en ce qui concerne ces pratiques-là, ça donne une très grande amélioration au niveau du pays. Merci beaucoup, Ruby, pour ça. Merci d'avoir aussi montré la relation entre la MGF et aussi le mariage d'enfants. Merci d'avoir en parlé. Outre du mariage des enfants et MGF, quelle autre pratique ou norme culturelle entrave les droits de l'enfant à participer? Et aussi, on a vu des divers problèmes qui touchent les droits des femmes ou des filles à la participation. Mais est-ce qu'il y a des obstacles pour les garçons ou bien pour des enfants en général? Rogi, Julie, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions sur ça, sur d'autres normes culturelles et aussi en général ouais, ce qu'on doit faire ou on doit travailler pour exiger les droits des enfants à la participation. Moi, je pense que ce qu'on doit faire, le travail à faire, à mon humble avis, c'est vraiment la sensibilisation de la communauté. La sensibilisation de la communauté, pourquoi? Parce que dans les pays comme les nôtres, la population qui vit dans les grandes agglomérations, dans les villes, ne représente rien. Ceux qui vivent à l'intérieur, ce pourcentage-là est plus élevé. Alors, en ville, la mayonnaise semble prendre. Quand on est en ville, il y a la police, il y a la radio, il y a la télévision, il y a tout ce qu'on peut voir. La chose semble évoluer. Mais le pourcentage de ceux qui sont en ville ne représente rien. Au fait fond, là-bas, on ne connaît rien, on vit un peu comme pas très différent des animaux. Et donc, moi, je pense, comme l'État n'en fait pas une priorité, le contrepoids maintenant consiste à une sensibilisation d'envergure de la communauté. Parce que lorsque la communauté est sensibilisée, ça peut aller de bouche à bouche, les gens vont parler et puis la situation pourrait changer un peu. Mais malheureusement, là aussi, c'est ce qui explique le manque de priorité du côté gouvernement. Lorsqu'on a un programme, un bailleur, un programme financé par, je ne sais pas moi, un bailleur ou quoi, ce programme-là vise les résultats du cadre logique. Il y a un cadre logique, il y a les résultats attendus au programme. Et donc, la sensibilisation qu'on fait, c'est une toute petite sensibilisation qui ne représente même pas les 10% des grandes agglomérations. Pourquoi? Parce que le bailleur de fonds est venu avec un programme, il a besoin des résultats, on fait les activités juste pour rencontrer les indicateurs du cadre logique. Mais la bonne sensibilisation de la communauté n'existe pas. Et donc, moi, je fais les liens même avec les matières de plaidoyer, parce qu'on va plaider, on va faire les plaidoyers pour que les pouvoirs publics puissent faire ceci, pour que la société civile puisse faire cela. Mais on sait que comme ce n'est pas dans leurs priorités, ils n'accorderont pas de l'importance. Mais si on avait un programme de sensibilisation de la communauté, je crois que ça pouvait commencer à porter les fruits. Parce que ce qu'on vit dans les grandes agglomérations, c'est effectivement l'information. L'enfant, nous avons des cas ici dans la ville de Kinshasa, un enfant vulnérable en situation de riz qui dit non, non, moi je suis en situation de riz, mais j'ai mes droits. On a écouté ça, un enfant vulnérable qui dort dehors, il vous dit j'ai des droits. Mais un enfant de la même situation à l'intérieur ne le dirait pas. Il dit qu'il a des droits parce qu'il a écouté quelque part, il a suivi les spots et il a suivi une sensibilisation ou un communiqué qui lui parle de ses droits. Donc, moi, je pense que parmi les choses à faire en priorité dans le cadre de tout ce que nous faisons ou ce que nous pouvons faire, c'est améliorer la sensibilisation de la communauté.
Ouais, c'est vrai. Merci. Je lis Rougui. C'était monsieur Joly, ce que monsieur Joly était en train de dire, c'est très pertinent. Il faut vraiment que, parce que les pays africains, c'est presque les mêmes réalités. Il faut beaucoup plus accentuer à des actions préventives, des actions de sensibilisation, d'éducation, s'il faut même information en ce qui concerne la situation des enfants. Et d'autres choses que je trouve aussi très pertinentes, c'est faire la promotion des droits des enfants. C'est très important dans la communauté. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la promotion, mais très souvent, c'est entre les adultes. Dès qu'on dit la grande rencontre pour parler des enfants, c'est des adultes. Il faut que les enfants soient impliqués pendant que les adultes sont en train de faire la promotion de leurs droits. Il faut que les enfants soient informés de leurs droits et aussi les apprendre comment les défendre. C'est très important parce que nous, on ne peut pas être là à chaque fois pour les enfants, pour dire que nous allons vous protéger. Mais si l'enfant même en question se lève, se dit que moi, je connais bien mon droit, je sais aussi la défendre, ça va beaucoup nous aider, nous, les organisations de la société civile, pour avancer, pour pouvoir atteindre à nos objectifs escomptés. C'est aussi très important. Et le plaidoyer aussi doit vraiment être amélioré. Il faut toujours encore multiplier les plaidoyers auprès des responsables gouvernementaux pour l'application des lois qui sont censées protéger les enfants. En fait, nous, les obstacles, les enfants, il y a beaucoup d'enfants dans les différentes villes de la Guinée. Quand tu leur demandes de leurs droits, ils ne sont vraiment pas au courant. Et dans ces villes-là, il y a des représentants de la direction des ministères de la promotion féminine et de l'enfance dans ces villes. Donc, et si eux ne prennent pas leurs responsabilités pour pouvoir formaliser des informations, même si c'est dans les écoles, dans les endroits où les enfants apprennent les métiers, il est possible qu'on passe chaque fois des communiqués pour parler de droits des enfants, même qu'il ne s'agit juste que 30 minutes pour que les enfants soient au même niveau d'information en matière de leurs droits que nous. C'est ce que moi, je peux vraiment ajouter sur ça. Merci beaucoup, Rougui. C'était vraiment très clair. Je voudrais repartir sur la question des problèmes, des obstacles à la participation des enfants et au niveau culturel. Diriez-vous également que la dynamique du pouvoir au sein des familles et des communautés fait partie des problèmes? Est-ce que vous avez compris ma question? C'était surtout les dynamiques du pouvoir au sein des familles. Par exemple, dans notre coutume ou culture, on ne peut pas parler à notre père. Effectivement, on doit être un peu plus, si je peux le dire, gentil. C'est vraiment pas la gentillesse, mais ouais, on doit le faire. Et pour ça, on ne peut pas vraiment s'exprimer complètement et bien dans nos différentes familles. Je demande si ça peut causer des problèmes quand on parle de la participation des enfants. Alors, prodige, tu peux répéter, ma connexion était encore partie. D'accord. Je demandais si vous diriez également que la dynamique du pouvoir au sein des familles et des communautés a fait partie des problèmes ou des obstacles à la participation des enfants. Au niveau des familles, il faut distinguer selon qu'on se trouve dans, un peu comme ce que je disais, selon qu'on se trouve dans des familles un tout petit peu développées et dans des familles reculées. Dans des familles un peu développées, les problèmes ne se posent pas du tout parce que l'enfant lui-même a droit à l'information, l'enfant a accès à l'information, l'enfant est en contact avec d'autres personnes, l'enfant suit la télé, l'enfant suit la radio
Et progressivement, les parents comprennent en famille que les enfants soient informés, les parents comprennent, les parents se contrôlent, les parents prennent les dispositions sur comment fonctionner avec les enfants. Ce qui n'est pas le cas, un peu comme ce que je disais, à l'intérieur où l'enfant lui-même ne connaît pas ses droits. L'enfant lui-même ne connaît pas à quel diable se vouer. Et donc, je vais dire que la réponse, c'est oui et non. Oui, dans les familles urbaines, mais non dans les familles rurales. Je demandais si la dynamique du pouvoir au sein des familles et des communautés, si ça fait partie des problèmes ou des obstacles à la participation des enfants. Ok. Je pense que cela dépend de la réalité des différentes communautés, surtout les communautés qui sont très, par exemple, très, très loin de la capitale. Elles n'ont pas les mêmes conceptions par rapport à un fait ou par rapport à la participation des enfants. Alors, il y a des communautés qui pensent qu'il faut toujours prendre la décision pour l'enfant. On n'a pas besoin en fait, de demander l'enfant par rapport à sa situation. On n'a pas besoin de demander l'enfant pour résoudre un problème qui le concerne ou avoir son avis devant un fait, au fait. Ça, il y a de ces communautés qui pensent comme ça. Il y a aussi d'autres communautés il y a une certaine évolution, déjà qui demandent toujours leurs enfants par rapport à leur situation, qui fait participer des enfants dans les prises de décision. Par exemple, si l'enfant souhaite aller à l'école, on demande à l'enfant d'abord, est-ce que c'est ton vœu que tu étudies? Est-ce que c'est ton vœu que tu veux pas étudier, tu veux faire d'autres choses, tu veux jouer au ballon ou tu veux faire d'autres métiers qui n'est pas lié à ce que nous, on va t'imposer. En fait, ça dépend, en fait, là. Merci pour ça. Et du coup, je vais terminer sur ça dans mon intervention et je remets le micro à Rougui pour modérer. Prodige, merci à tout le monde pour le partage des différentes expériences dans les différents pays. Sur ce, nous allons passer au troisième plan qui parle de renforcer la participation des enfants et des jeunes. Cette thématique nous parle un peu de parler des mécanismes et plateformes efficaces pour la participation des enfants, présenter des approches innovantes et des meilleures pratiques de différents pays. Après, on va passer au compte. Je pense qu'il est censé faire cette présentation de façon brève. Voilà. Vu que nous parlons de renforcer la participation et l'autonomisation des enfants, nous avons donné ici comme définition de la participation de l'enfant. La participation de l'enfant fait référence au droit des enfants à être entendus, à exprimer leur opinion à toutes les questions qui les touchent, qu'il s'agisse de leur famille, de leur vie familiale, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la justice ou d'autres domaines. On a aussi pensé à toucher les... Exactement. Voici un peu le plan de présentation de ce troisième plan. D'une part, l'action des enfants, la participation, l'importance de la participation, les mécanismes de participation et les approches innovantes et les meilleures pratiques dans les 5 pays d'Afrique. On a pris l'exemple sur juste 5
pays. D'abord, la participation des enfants fait référence d'ailleurs au droit des enfants à être entendus, à exprimer leur opinion, à toutes les questions qui les touchent, qu'il s'agisse de leur vie familiale, de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Et c'est ça, c'est ça en fait notre propre aperçu général sur la participation des enfants. Il faut que les enfants soient entendus, il faut que leur opinion soit prise. Il faut qu'on nous donne l'opportunité aux enfants de s'exprimer. Les degrés de la participation de l'enfant, nous avons pensé à la base au sommet, mais ce qui est tellement récurrent dans les différentes organisations, il y a informer. Informer, c'est le plus faible degré de la participation, en fait. Activités dirigées, c'est des activités dirigées par des adultes et les enfants comprennent le but et le processus des activités. Très souvent, c'est quand on parle de les activités liées aux enfants, c'est les adultes qui dirigent ces activités-là. Et juste, ils peuvent comprendre les enfants, le but et le processus de l'activité sans que les enfants ne soient impliqués à fond dans les activités. Consulter. C'est que les adultes font très souvent. Les adultes collectent une idée, c'est au moins plus élevé qu'informer, c'est-à-dire les adultes, des fois, ils arrivent à collecter des informations, des recommandations faites par des enfants et des jeunes pour construire une idée ou un plan d'action en ce qui concerne la protection de l'enfant. Il y a impliqué. Les adultes invitent les jeunes à contribuer à une initiative dirigée par les adultes. Ça aussi, c'est l'un des degrés les plus faibles de la participation des enfants. Les adultes, s'il s'agit des activités concernant les enfants n'ont pas, les adultes n'ont pas le droit de diriger cette activité-là. C'est aux enfants de diriger l'activité. Collaborer. En fait, il y a aussi des organisations ou des organisations fêtières, là où il y a des organisations d'enfants de jeu, il y a aussi des organisations d'adultes. En termes de participation, c'est 50-50. On donne l'opportunité aux organisations d'enfants de jeu de prendre une décision, mais à 50%, et aussi de prendre une décision à 50%. Ils collectent ces décisions-là pour en faire un programme. Et mené par les enfants. C'est le plus haut degré de la participation que nous, en tant qu'organisation de la société civile, que nous apprécions en termes de participation des enfants. Il faut donner le pouvoir aux enfants de décider indépendamment tout au long du projet. C'est ça, au fait, le combat. C'est ce que nous voulons avoir, c'est ce que nous voulons que les choses soient vraiment appliquées dans nos différentes organisations. Il faut donner cette opportunité de façon indépendante aux enfants de décider, d'avoir ce pouvoir-là tout au long du projet. Il y a l'importance de la participation des enfants. On a parlé de développement personnel. Ce développement personnel, on dit très souvent que la participation permet aux enfants de développer leur identité, leur estime de soi, leurs compétences en communication et en résolution de problèmes, en étant impliqués dans des processus décisionnels et en étant écoutés. Les enfants acquièrent une plus grande confiance en eux, une meilleure compréhension de leurs droits et une plus grande capacité à s'exprimer en matière constructive. Cody, je pense que vous avez sauté, n'est-ce pas? Voilà. Préparation à la vie adulte. La participation des enfants les prépare d'ailleurs à devenir des citoyens actifs et engagés à l'âge adulte, en leur donnant des opportunités de participation dans leur plus jeune âge. On les enseigne des valeurs démocratiques, l'importance de l'inclusion, la collaboration et la responsabilité sociale, ce qui favorise une participation active dans la société à long terme. Pour en citer que maintenant, on va voir les mécanismes de la
participation. Le conseil d'enfants, en fait, c'est des groupes d'enfants ou des structures là où les enfants peuvent vraiment se réunir régulièrement pour discuter des questions qui les concernent et des recommandations. Ils peuvent être mis en place au niveau scolaire, communal ou national. En fait, c'est des expériences qu'on peut vraiment partager avec vous, qui donnent l'opportunité aux enfants de s'exprimer, de se réunir régulièrement afin de discuter les questions qui les concernent. Il est aussi très important d'avoir des groupes de discussion et de consultation. Et nous avons pensé aussi comme mécanisme les plateformes en ligne. Les plateformes en ligne ici fournissent un espace virtuel où les enfants peuvent participer à des discussions, partager des idées et interagir avec d'autres enfants. Elles peuvent prendre la forme de forums, de blogs ou de réseaux sociaux adaptés aux enfants. Il y a aussi comme mécanisme, il y a les défenseurs des droits de l'enfant. Les défenseurs des droits de l'enfant sont des personnes ou des institutions indépendantes chargées de représenter des intérêts des enfants et de faire respecter leurs droits. Donc, ils offrent un point de contact pour les enfants qui souhaitent s'exprimer leurs préoccupations. Là, il y a la maison des enfants. En fait, les maisons des enfants sont des structures physiques qui offrent un espace dédié aux enfants pour jouer, apprendre, s'exprimer et participer à des activités. Elles peuvent proposer une variété d'ateliers, de programmes éducatifs et de services destinés à encourager la participation des enfants. C'est pourquoi il est très important aussi d'avoir cette plateforme-là. Il y a aussi l'espace de jeu et de découverte. L'espace, il peut s'agir de parcs, de jardins d'enfants, de terrains de jeu ou d'autres installations conçues pour permettre aux enfants de jouer librement et d'exposer leur environnement. Un espace favorisant la participation en leur offrant un cadre sûr et stimulant pour interagir et prendre des décisions. Il y a des salles de réunion ou d'assemblée pour enfants. Ces espaces sont spécialement aménagés pour permettre aux enfants de se réunir et de participer à des réunions. Il y a des discussions, des débats. Ils peuvent être équipés de ressources telles que les tableaux, des chaises adaptées à leur taille et des supports visuels pour faciliter leur participation active. Il y a laboratoire d'innovation pour enfants. En fait, je pense que cette pratique n'est pas aussi récurrente en Afrique, mais c'est des espaces qui sont conçus pour stimuler la créativité et l'innovation chez les enfants. Ils peuvent être équipés d'outils, de matériaux, la technologie adaptée à leur âge, leur permettant d'explorer, de concevoir et de réaliser leurs propres projets. Enfin, il y a l'espace communautaire dédié aux enfants. Certains quartiers ou communautés créent des espaces spécifiquement réservés aux enfants, tels que les centres communautaires, les bibliothèques ou des centres culturels. Les lieux offrent aux enfants un endroit où se rencontrer, partager des idées et participer à des activités communautaires. Les approches innovantes et meilleures pratiques. Nous avons pris l'exemple des 5 pays. Le Burkina a mis en place des radios communautaires qui sont gérées par des enfants. Allô? Oui, Rogi. Voilà. Et le Burkina a mis en place des radios communautaires qui donnent aux enfants l'occasion d'abord de s'exprimer, de partager leurs opinions et de sensibiliser la communauté à des problématiques telles que les droits de l'éducation, le droit à l'éducation et aussi à la santé. La Côte d'Ivoire, après nos enquêtes, il y a le Conseil national des enfants. La Côte d'Ivoire a créé un Conseil national des enfants composé des représentants d'enfants élus dans chaque pays, dans chaque région du pays.
Ce conseil permet aux enfants de participer à des discussions sur les politiques publiques, de partager leurs opinions et de faire des recommandations aux décideurs. À Sierra Leone, par exemple, il y a ce qu'on appelle le club des jeunes rapporteurs. Les clubs des jeunes rapporteurs sont créés en Sierra Leone, donnant aux enfants la possibilité de développer leurs compétences en journalisme et de partager des histoires sur les problèmes qui les touchent. Il y a des clubs qui offrent des espaces pour l'expression des enfants et la diffusion de leur voix à travers les médias. Le Libéria, il y a le programme de mentorat. Ces programmes de mentorat sont développés pour encourager la participation des enfants au Libéria. Les enfants sont jumelés avec les mentors bénévoles qui les soutiennent, les guident et les encouragent à développer leurs compétences, à réaliser leurs aspirations et à participer activement à la société. Enfin, il y a la Guinée. La Guinée, ici, il y a le Forum national des enfants. Le Forum national des enfants en Guinée est une plateforme très importante où les enfants de différentes régions du pays se réunissent pour discuter des questions qui les concernent et partagent leurs idées, expriment leurs opinions et participent à des activités visant à améliorer leur bien-être et à défendre leurs droits. Donc, de façon, peut-être que j'ai été un peu longue, de façon brève, c'est ce qui a été conclu en ce qui concerne le renforcement de la participation des enfants et des jeunes. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des amendements à faire par rapport à la présentation. Voilà, je dis c'est ce qui a été conclu comme le renforcement de la participation des enfants et des jeunes. C'est ce qui a été fait comme présentation. Je me demande si vous avez aussi d'autres expériences à partager avec nous, parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique et nous avons juste pris l'exemple sur le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et aussi la Guinée. Si, par exemple, le Sénégal ou des expériences aussi à partager avec nous sur la participation des enfants, nous vous écoutons. Si vous avez des questions. Je crois que Jolie a eu un problème technique et aussi Monsieur Siaka a toujours des problèmes avec son micro. OK. On peut patienter un peu, peut-être 5 minutes, voir si Monsieur Jolie va nous rejoindre. Et aussi si on peut aider Monsieur Siaka avec son problème de micro. Il était là quand on avait commencé la présentation. La dernière partie. D'accord. La dernière partie, on était en train de parler sur les approches innovantes et meilleures pratiques dans les pays en Afrique. Mais nous avons juste pris l'exemple sur les 5 pays qui est le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et aussi la Guinée. Donc, au Burkina, les approches innovantes. Moi, j'ai suivi les exposés sur les 5 pays, les modèles des 5 pays, j'ai suivi jusqu'à la fin. Ah, voilà, ok, d'accord. Maintenant, c'est là-bas qu'on s'est limité d'abord. Là-bas qu'on s'est limité, on n'a pas ajouté. Rougui, je crois que c'est la question. Je crois qu'il n'a pas entendu la question. Ah, d'accord. Voilà, et la question ici, après ma présentation, c'est juste on a pris l'exemple sur les 5 pays. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont parmi nous, parmi les participants. Peut-être que si vous avez des expériences à partager avec nous en matière de la participation, surtout les plateformes efficaces qui sont vraiment appliquées dans votre pays et aussi des approches innovantes. Nous vous écoutons si vous pouvez partager aussi ces expériences-là avec nous. En République démocratique du Congo, toujours dans la logique de l'imitation,
On a essayé il y a ça fait, je crois. Oui, de la part de Monsieur Siaka Koulibaly, pardon. D'accord. Je suis à Koulibaly. D'accord. Mentorat et je n'apportais pas encore effectif pour le Sénégal, mais si par ailleurs la parole j'ai donné les seules recommandations prises en compte. Ok, je crois qu'on peut continuer peut-être et voir si, si on peut avoir des interventions en commentaire parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Oui, je remarque la même chose. Il y a la connexion qui perturbe un peu là. Donc, je pense que peut-être s'il y a des commentaires, ils peuvent laisser ça dans le message. Nous avons Rémi qui est là. Alors, Rudy, je demandais si ça serait possible d'avoir la pause santé en attendant que... oh, je vois, Monsieur Joly nous a déjà... est là maintenant. Alors, on peut continuer. On peut continuer, oui, bien sûr. Oui, Monsieur Joly, vous êtes là. J'ai un sérieux problème de connexion maintenant. Ça commence à être compliqué. Je deviens vulnérable. Non, pas du tout. Ça va aller, juste... Ok, maintenant, c'est toi qui passes entre P. Alors, je sais pas... je crois que la question était pour Monsieur Joly, si vous êtes maintenant en mesure d'intervenir. Alors, prodige, je ne te recevais pas aussi bien. Ouais, je disais que maintenant c'est ta connexion qui est un peu pas claire, mais je demandais à Monsieur Joly si il était maintenant en mesure d'intervenir. Ouais. Ouais. D'accord. Oui, maintenant je suis en mesure d'intervenir. J'ai déjà, je ne sais plus sur quel point je dois intervenir parce que tout ce que j'ai dit précédemment, est-ce que j'ai été suivi ou pas? Là, je suis perdu. Nous sommes à quel niveau? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas eu votre réponse. Je crois que la question était sur les différentes mesures. S'il y a des exemples en RDC qui sont similaires au cas que Rougui a présenté. Non, non. En RDC, il n'existait pas encore. Est-ce qu'il y a... Allô? Oui, allô? Oui, je dis, est-ce qu'il y a il y a des approches innovantes et des meilleures pratiques pour la participation des enfants? Si vous pouvez partager ces informations-là avec nous. Un peu comme ce que j'ai dit, c'est toujours les textes, hein? C'est toujours des spéculations, mais de manière concrète comme ça. En tout cas, moi, je ne vois pas. Hein. D'accord. Et en matière de mécanismes et plateformes efficaces, les plateformes qui sont les plateformes nationales. Si vous pouvez partager les mécanismes et les plateformes efficaces pour la participation des enfants dans votre localité ou dans votre pays. Si vous avez des expériences Oui, je crois que vraiment aujourd'hui, je ne sais pas si on va pouvoir terminer cette réunion, mais on peut prendre une pause. D'accord. Et puis, on peut revenir à, je crois que dans l'ordre du jour, on doit revenir à 10h45. Il est quelle heure en Guinée? Il est 9h51 en Guinée. Ah, OK, on peut revenir à 10h15 ou 10h10. Alors, à tout à l'heure. Je pense qu'il y a plus de personnes, c'est peut-être que toi et moi. On est trois. C'est toi, moi et aussi Monsieur Siaka, mais pour lui, il va intervenir dans le chat. Mais Siaka aussi a laissé un message. Mais avec le problème de micro, je ne vous entends pas. Oh, OK, je pourrais plus tard, ou à autre occasion, envoyer les commentaires. D'accord. Oui, ça peut se faire, je crois. Je crois que ça peut se faire. Je travaille sur un document
sur ces réunions régionales. Alors, je peux envoyer à tout le monde et avoir des inputs après. D'accord. Mais on peut toujours faire cette D'accord. réunion parce que c'est vraiment, ça serait bien d'avoir des interventions en RDC aussi au Sénégal, d'avoir leurs opinions sur ce sujet et comment on peut mieux travailler sur ça.